Voilà, il faut que la moule reste ouverte pour qu'on puisse après les farcir. Alors je les mets ici pour que le s'égoutte. Voilà, c'est tout simple, hein, on l'ouvre. Hein. Et puis la pointe là, on la dégage, voilà. Il suffit de casser légèrement la pointe pour qu'elle reste ouverte. Hein. Prenez un couteau, moi je vais aller attaquer la farce. Hein. Tu mets à côté de ton frère. J'ai pris des échalotes longues. Alors, en principe, nous faisons pour les moules farcis, pour farcir les moules, c'est moitié par moitié. C'est-à-dire que pour 1 kilo de moules, vous mettez à peu près 500 grammes de farce. Voilà, tout simplement. C'est moitié pour moitié. Alors, comme j'en ai beaucoup à faire, vous allez voir. Et j'ai un fond de sauce assez important à faire. Je vous dis, la quantité, j'en ai 20 kilos. Alors, pour 20 kilos, vous vous rendez compte, il faut quand même qu'il y ait un fond de sauce qui soit conséquent. Alors on me pose aussi souvent la question, quelle est la différence qu'il y a avec les moules farcis de cette... C'est pas une polémique, hein, pas du tout, mais enfin, ça devient presque amusant maintenant. C'est que il faudrait savoir quelle est la différence qu'eux, ils ont avec nous. Voilà. Et non nous avec eux, quoi. Les moules farcis, qu'ils appellent à la sétoise, je voudrais savoir ce que les ont de différent avec les nôtres, tout simplement. Mais vous savez, les recettes se suivent pratiquement toutes. Hein. Après, c'est des petites différences des uns aux autres, ou dans la farce, ou ailleurs, mais enfin. Moi, j'ai appris par ma mère, par ma grand-mère. Ma mère était une très très bonne cuisinière. Et dans la famille, c'était surtout... Vous savez, c'est pour ça qu'il faut faire quand même riche, vous verrez dans la farce. C'était un repas de fête. Donc, quand on faisait les moules farcis, c'était des occasions quand même qui étaient importantes. Quand on avait du monde ou comme ça, qu'on faisait des moules farcis. Alors c'était tout un cérémonial avant pour les préparer, aller les faire déjà, parce que je vous ai parlé des fameuses moules de Brescou. Je reviens là-dessus sur cette fameuse moule de Brescou qui est exceptionnelle. Bon, en ce moment, il n'y en a plus parce qu'ils en ont fait perdre pratiquement la race, mais c'est vrai que c'était toute une épopée. Aller les chercher, les laver, les gratter. Et ouais, c'était une époque, hein, tout ça. Oh, je vous parle d'il y a une vingtaine d'années en arrière, déjà encore on trouvait des moules sur Brescou, même pas si loin que ça, mais enfin là aujourd'hui, je pense qu'on va un petit peu protéger le pourtour de Brescou, parce qu'ils veulent rénover le fort, ce qui en a bien besoin, parce qu'ils souffrent là avec les intempéries. Alors, il y a un programme qui est lancé pour réhabiliter le fort. Ce serait une très bonne chose. Et en même temps, protéger les fonds marins. Alors, nous allons mettre de l'ail. Bien sûr, c'est un ingrédient important, au même titre que l'oignon. Hein. Ça amène un parfum dans la recette. C'est important. Au même titre que la tomate ou la sauce tomate que nous allons monter après. C'est important. J'équilibre pas tout, vous savez, c'est en fonction de mes équilibres à moi dans la cuisine. Je suis un autodidacte, moi, de la cuisine. Alors, il y a des trucs qui sont pesés sur certaines recettes, hein, et puis d'autres qui sont faits un petit peu au jugé. Voilà. Ma chair à saucisse, que nous allons travailler tout à l'heure
pour faire la farce, hein, qui est déjà préparé par le boucher, qui est déjà salé, poivré. Donc cet ingrédient de sel et de poivre, nous ne l'amènerons pas parce qu'il y est déjà dedans. En principe, c'est le boucher qui fait ça, ou les charcutiers qui préparent déjà la farce à la salang et à la poivre. Moi, je mets un peu de veau. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais la préparer. Je mets un peu de veau et je mets un fond de jambon, ce qui amène un moelleux dans la farce. Parce que nous faisons riche, c'est un repas de fête, la moule farcie, à la gâtoise. Alors tout ça va me servir tout à l'heure pour mon fond de sauce. On va en mettre un peu plus. Je mets tout. Il y a un bon kilo d'échalotes. Elle n'est pas très forte, elle est excellente. Ça amènera un peu de douceur. Et là, je suis en train de mettre ce que j'ai mixé, à savoir les échalotes et les oignons. Et on va commencer à cuire pour préparer le fond de sauce. Comme le dit la chanson, dans un poêlon large et profond, on y jette les oignons. Après les avoir mouillés de la bonne huile de l'olivier. Après viendra la tomate et les lardons qui roussissent dans ce poêlon. Oh mon Dieu que ça sent bon, la farceuse crénon de noix. Alors là, je suis en train de rajouter un peu de jambon, du patanegra, qui est un jambon espagnol qui a un très bon goût, qui amène beaucoup de saveur dans un fond de sauce. J'en mets pas beaucoup. Ça remplace un petit peu le lardon, si vous voulez mieux. Voilà, on va laisser roussir. Alors tout ça, bien gentiment. Et après on mettra la tomate. Parce que la tomate, ce qui est très important dans la tomate, c'est de bien la cuire. C'est très très important. La tomate, plus elle est cuite, meilleure elle est. Il ne faut pas avoir peur de cuire bien la tomate. Alors, tout à l'heure. Alors là, on va la laisser un peu réduire, hein, se sécher. Vous voyez, l'échalote, l'oignon, tout ça. Avec ce fond de patanegra qui va amener un bon goût au fond de sauce. Là déjà, ça commence à prendre forme. Parce qu'elle se met en boule. C'est du talon de jambon, vous savez, qu'on récupère et qui va amener un bon moelleux aussi à l'intérieur. Hein. Alors, ça c'est la farce que je suis allé chercher hier, à laquelle je rajouterai le jambon et le veau, et tout ça va être mélangé en même temps à l'intérieur. Allez, voilà, parce que là,
ça ira mieux là-dedans. C'est ça qui va vous permettre de lier les... Voilà, l'œuf amène un lien. Alors je fais très doucement avec les œufs. Parce que normalement, ce que je suis en train de faire, c'est pas très recommandé en cuisine. On ouvre les œufs à part dans un bol. Et si un œuf n'est pas bon, on a le temps de le jeter. Ça sera très souple. Nous allons travailler ça comme à l'époque les boulangers pétrissaient dans la pâte à pain. Ah, mon fond commence à attraper. Attraper, ça veut dire qu'il commence à roussir. À roussir. Alors, là, je mets le concentré de tomate que je vais faire roussir copieusement. Parti. Donc là, allez. Allez, hein? Et on va commencer à farcir. Voilà. D'ailleurs, vous allez voir, la tomate, elle va changer de couleur. Vous vous rendrez compte? Là, elle est bien rouge encore. Elle prendra une couleur rouille après. Plus elle cuit, et plus elle change de couleur. Le principe, il est simple, hein. C'est de caler à mesure. Hein. Vous voyez, vous farcissez, mettez de la farce en appuyant, ça rentre bien dans la moule, et de faire chevaucher les moules les unes aux autres. Hein. Voilà, je pose les moules les unes sur les autres, tout en tournant, et en menant vers le milieu, et en montant. Ça fait qu'elles se tiennent entre elles. Et au final, je mettrai un couvercle par-dessus qui rentre à l'intérieur et qui bloque les moules. Alors, il y en a qui rajoutent à l'intérieur du persil. Moi, je ne suis pas trop partisan de tout ça. Je mets mon persil qui va aller dans ma sauce. Hein. Et comme mes moules en cuisant prendront le goût de la sauce, le bon goût de la sauce, dans le bouquet garni, parce qu'après il viendra le bouquet garni. Plus long ça cuire cette tomate là, mais là elle commence à prendre, vous voyez la couleur qu'elle change tout doucement. Encore un peu. Et ce fond de sauce, il est comme moi, il est magnifique. Hein. C'est clair, ça saute. Il faut le sécher là. Là-dedans, le bouquet garni, du vin blanc pour le déglacer,
Et après, on va le laisser bouillir. Et voilà. Allez. Je vais flamber. Parce que si le fond n'est pas chauffé, ça ne flambera pas. Je ne sais pas si vous l'entendez. Dans... Alors. Commence à prendre du goût. La Maryse qui s'en va. Bon, faut le vin blanc, et tant que je ne l'ai pas, bon, on va continuer à farcir, hein? Allez, farcir. Attendant que ça arrive. Allez, où tu m'as mis le vin blanc, Jean-Pierre, s'il te plaît? Le vin blanc qui vient d'amener. Ah, bien. Allez, mets-moi du vin blanc. Encore. Je vais mettre un bon litre. Hein. Allez, c'est bon. Merci. Un blanc sec? Oui, oui, oui. Le persil, il se promène un peu partout. Je vais doucement au départ pour que ça saisisse un peu. La moule, après, ça va aller vite. Hein. Alors, vous allez voir que quand ça va cuire, hein, ça va rendre du jus. Donc on va en rester là. Alors, parole de moi-même, la moule farcie. C'est un fruit de mer plein de saveurs qui nous réjouit le cœur. Mais lorsqu'elle est farcie, elle aiguise l'appétit. Depuis la nuit des temps, ce sont nos grands-parents qui nous ont transmis ce qui suit. Troulalaire, troulala, ce méfin et délicat, c'est la recette des agatois. Dans un poêlon large et profond, on y jette les oignons, après les avoir mouillés, de la bonne huile de l'olivier, la tomate et les lardons qui roussissent dans ce poêlon. Oh mon Dieu, que ça sent bon, la farceuse crénom de nom. Troulalaire, troulala, ce méfin et délicat, c'est la recette des agatois. Dans l'antique cité d'Agde, cette recette nous a suivis. Et si je ne m'abuse, c'est Eris qui l'a écrit. Laissez-toi, quoi qu'ils en disent, ne connaissent pas cela. Paul Valéry, le poète, dans ses écrits n'en parle pas. Troulalaire, troulala, ce méfin est délicat, c'est la recette des agatois. Le duc de Montmorency, au pied de la cathédrale, s'installe là pour voir s'affronter aux joutes quelques jeunes agatois. Et le soir, pour ses agapes, à son cuistot, il demanda de lui préparer des farceuses à la mode de chez moi. Troulalaire, troulala, ce méfait est délicat, qui est digne des rois. C'est la recette des agatois. Fini.